Donc, 11h02, démarrons avec près de 400 participants. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vois Marie qui fait des... Ouais! Alors, bienvenue à tous à ce premier rendez-vous. Ah, attendez, je suis en train déjà d'oublier mon premier rôle qui était d'enregistrer. Non, c'est vrai, c'est Fazil qui nous part ça. C'est parti, excellent. Alors, bienvenue à tous. Premier rendez-vous, restons connectés. Très heureuse de vous accueillir. Mon nom est Véronique Morin. Je suis leader de la pratique en gestion de changement chez Agenda et j'agirai comme modératrice pour cette belle série de webinaires qu'on vous propose. Depuis 2 semaines déjà, c'est une nouvelle réalité qui s'installe pour la majorité d'entre nous et aussi pour l'ensemble des organisations. On est sur une courbe d'apprentissage, on va se le dire, on ne peut plus rapide. La continuité des affaires est essentielle et la transformation, bien, je pense que inévitable, nécessaire pour assurer la santé, la sécurité de tous et la pérennité de nos organisations. Encore avec la nouvelle de M. Legault hier, on parlait de 40% des organisations qui sont maintenant en mode pause pour 3 semaines. Donc, plus que jamais, c'est pertinent de se parler de comment on peut se transformer pour faire face à ce genre de situation-là qui est, avouons-le, inédit. Chez Agenda et chez AFI, bien, on croit que plus que jamais, l'humain et la technologie, amplifiés par la création de rituels d'apprentissage, ce qu'on vous propose aujourd'hui, bien, ça devient un élément clé pour saisir l'opportunité de se transformer en mode accéléré, puis aussi de sortir grandi de cette période de crise. C'est notre mince contribution, ces rendez-vous-là de Restons connectés pour vous soutenir dans ce virage-là. Alors, merci d'être avec nous. Merci d'être plus de 400 au rendez-vous. Nous espérons vraiment vous apporter un peu d'éclairage et de lumière dans cette période assez trouble. Alors, comment ça va fonctionner? Notre formule en 3 temps. Tout d'abord, on vous propose une présentation, oui, interactive. Donc, nous aurons un duo d'animatrices qui sera présent pour vous aujourd'hui. Ensuite, on aura un espace de conversation. On veut vous entendre. On veut que vous soyez partie prenante. Cependant, plusieurs en ont fait la remarque, par défaut, vos caméras et vos micros sont désactivés. Étant donné le nombre de participants, c'est pour faciliter et rendre l'expérience beaucoup plus agréable pour tout le monde. Par contre, vous voyez au bas, dans votre fenêtre, il y a un Q et R, donc pour questions et réponses. On vous invite à contribuer à cet endroit-là pour les questions et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Et s'il reste encore des questions, soyez assurés qu'on trouvera la façon de vous répondre, soit personnellement ou par les documents qu'on rendra disponibles à la fin de la présentation. Et enfin, destination, bien, restons connectés. Ce n'est pas que le thème de notre série, c'est bien une initiative globale. Donc, on veut rester présent. Il y aura de la documentation qui va être rendue disponible et on vous invite à aller visiter le site restontsconnectés.com. Alors, sur ce, on démarre avec nos facilitatrices du jour, notre duo de choc pour débuter ce premier rendez-vous. Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente d'Agenda, et Catherine Bédard, coach certifiée et conseillère en leadership chez Agenda, mes estimés collègues. Bonjour, mesdames. Allô! Alors, Marie-Pierre et Catherine ont eu la chance de discuter avec plusieurs clients au cours des derniers jours pour parler d'enjeux, d'opportunités de télétravail. Alors, je leur cède à l'instant la parole. Bon webinaire tout le monde. Merci Véronique. En fait, bienvenue tout le monde. Il y a énormément de discussions qui se font un peu partout présentement au Québec, à l'international, dont on a la chance de faire partie. Et évidemment, dans une crise, il y a des opportunités. On a des options. On n'en a pas. On a des opportunités. On décide de se lancer là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a présentement énormément d'outils, de meilleures pratiques qui se transigent un peu partout. Notre but avec cette série-là, puis notre but avec cette plateforme-là qui va vous rendre disponible, c'est un peu de démêler l'entièreté des opportunités, puis comment moi, dans ma pertinence dans le marché, je fais ma place, puis comment je peux aider mes équipes, et aussi comme chef d'entreprise, comme mon rôle à moi, comme présidente d'Agenda, qu'est-ce que je peux contribuer, comment je peux apporter du renfort, du soutien, et surtout se préparer pour le post-COVID.
Donc, quand on parle d'options et d'opportunités dans une crise comme ça, puis dans un télétravail comme ça, bien, ça génère du stress parce que on veut être dans le télétravail depuis un bon bout. Le Québec est en retard là-dedans. On est moins prêt que les autres. Plusieurs organisations du Québec ont emboîté le pas depuis plusieurs années. Il y en a d'autres qu'on voit que c'est plus difficile. Et ce genre de crise-là, maintenant, ça fait un mouvement massif qui devient une nécessité. Fait que réorganiser son quotidien, être habilité à avoir des habitudes de travail différentes, génère finalement un chaos dans la famille, génère un chaos dans nos organisations, puis plus que tout, génère un chaos en nous-mêmes et comment on est capable de faire face à tout ça. Donc, Catherine, je pense que tu as un peu d'informations là-dessus que tu pourrais nous partager. Merci, Marie. Donc, comme Véronique vous l'a mentionné en introduction, on a modifié le contenu de notre rendez-vous virtuel à la lumière de tout ce qui a été fait la semaine dernière en termes de webinaires, d'articles qui ont été parus qui étaient très pertinents. Donc, on est d'accord qu'il y a plusieurs défis à l'heure actuelle. On va aujourd'hui adresser ceux qui semblent les plus profonds et les plus d'actualité, la gestion du stress, la gestion de la performance. Je m'excuse, je travaille avec 2 écrans, vous l'aurez compris. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le contexte est stressant. Il y a un événement qui se produit. On va appeler l'événement une pandémie mondiale avec un danger réel sur la santé publique, exemple. Cet événement-là va générer une émotion. Ici, on dit la peur, ça peut être la colère. L'émotion est différente et, je vais dire, en quantité différente, dépendamment de l'individu. Cette émotion-là va générer une réaction physique, un signal de stress qui est très, très clair. Donc, face à un événement stressant, on a un choix conscient à faire. Soit on va décider de l'éviter, soit on va décider de l'affronter. Là-dessus, je vous recommande vraiment d'aller voir les recherches du docteur Sonia Lupien, qui était hier à Radio-Canada d'ailleurs. Donc, on l'évite ou on l'affronte. Votre présence aujourd'hui à notre rendez-vous virtuel me donne un petit indice que vous avez décidé d'affronter puis d'avoir le plus d'outils pertinents possible. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner pour la gestion du stress, c'est de demeurer à l'affût de vos réactions physiques et d'être capable de les nommer. D'être capable de les nommer va vous permettre de rendre la situation plus vivante. Les choses évoluent tellement rapidement, on est confronté à des comportements qui semblent parfois contradictoires, mais c'est ça aussi d'être agile dans le stress. Donc, on doit apprendre à lâcher prise face à tous les éléments qu'on ne contrôle pas, l'étendue du virus, nos contraintes familiales, mais en même temps, il faut reprendre le contrôle. On peut contrôler de bien faire notre travail, de maintenir le lien avec nos collègues. On va vouloir avoir du confort, donc du confort face à certaines responsabilités qui nous sont habituelles et confortables, puis en même temps, bien, accepter d'être dans les conforts par rapport à un mode de fonctionnement, des communications virtuelles, peut-être que c'est nouveau pour nous. On va vouloir balancer les deux. On va aussi avoir à faire face à l'agilité, donc face au contexte, aux contraintes économiques, vous l'aurez compris, puis en même temps, réétablir une routine le plus rapidement possible. On doit être calme face à nos enfants, à nos parents, à nos collègues, à nos employés. Puis en même temps, bien, il faut avoir du plaisir. Il faut que cette notion de culture organisationnelle reprenne le dessus rapidement. Puis à ça, j'ajoute le bonheur de se sentir utile auprès des gens qui en ont besoin dans un contexte de crise. J'ajoute la notion de bienveillance aussi qui aide dans la gestion du stress. Et justement, quand on parle de stress depuis une semaine minimum, mais on parle peu du stress chronique. Les Affaires ont fait un excellent article il y a peut-être 4 jours qui m'ont interpellée parce que si on regarde Wikipédia, là, le stress chronique, c'est un événement qui est imposé et de longue durée qui va générer du stress petit à petit et qui s'insère finalement dans notre vie. Et c'est là qu'on vient avoir des comportements de dépression ou des comportements plus agressifs où est-ce qu'on ne se comprend pas. Donc, il faut être à l'affût, comme Catherine disait. Et comment être à l'affût, c'est principalement l'enjeu de la proximité.
On est habitué d'être en proximité avec nos collègues, surtout au Québec. Hein, on est des gens chaleureux, on veut se voir, on veut s'entendre, on veut se connaître. C'est pour cette raison-là, à ce point, pourquoi le télétravail puis la formation à distance, exemple, n'était pas aussi populaire qu'aux États-Unis ou ailleurs. On est des gens latins, on est des gens de sang chaud. Donc, comment réaligner cette proximité-là qui va faire diminuer le stress chronique de chaque personne et donc le stress chronique de l'équipe et de l'organisation? Bien, tout est dans la communication. La communication, c'est une science, mais c'est aussi un art. Longuement, on a fait des formations sur la communication, expliquant comment ça devrait être, mais derrière tout ça est enfoui une communication ou une approche communicationnelle qui est bien à nous, qui est proche de qui on est. Puis ça, il faut ne plus avoir peur de l'exprimer, parce que c'est ce qui va nous permettre de diminuer le stress chronique, de mieux communiquer entre nous, mais de façon différente. Alors, comment gérer notre stress? Et je m'excuse, j'ai vraiment un problème avec ma souris. Comment bien s'adapter pour performer individuellement, collectivement? Parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut travailler puis revenir à une sécurité économique rapidement. Si on s'était parlé il y a quelques semaines, on aurait déjà pu parler des défis et des mythes liés au travail à distance parce qu'il en existait déjà plusieurs. On entendait loin des yeux, loin du cœur, je ne suis pas capable de gérer le travail de mes gens à distance, on travaille en silo quand on travaille de la maison, on n'a pas les outils technologiques pour faire face. Donc aujourd'hui, on n'est plus là, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse au mieux dans les circonstances. Il y a quelqu'un qui s'appelle Josh Bersin qui récemment a publié un article et pour lui, c'était le Big Reset. A reset of our expectations, reset in our priorities, reset in how we spend our time. Donc lui, c'est un chercheur qui est connu dans le domaine des ressources humaines. Puis cette semaine, ce qu'il nous dit, c'est que la première astuce, c'est de revoir nos attentes face à nous-mêmes, face à notre performance. C'est pas vrai de penser qu'on va être là à tous les jours aussi productif qu'on l'était dans des situations idéales. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas des conditions de télétravail idéales. Il faut être indulgent envers nous-mêmes puis aussi envers les autres. Des astuces un petit peu plus concrètes par rapport à notre performance. Je vous conseille donc d'être agile et de revoir régulièrement vos priorités. Je vous conseille d'adapter vos horaires de travail. Avec les enfants, la famille, ce qu'on essaie de gérer, d'écouter la conférence de presse de M. Legault, ben oui, ça nous fait dépasser les heures de travail et c'est correct tant que vous restez dans un équilibre. Il faut adapter aussi les routines de travail à la maison, des routines qui sont peut-être similaires à ce qui vous rendait productif au travail. Si vous aviez l'habitude de travailler plus tôt le matin, si vous aviez l'habitude de vous habiller, peu importe, mais qu'est-ce qui fonctionnait pour vous au bureau, essayez de le reproduire à la maison et avoir le courage d'avoir des bonnes conversations, des conversations courageuses. Puis je vais vous indiquer pourquoi je crois que c'est si important. Il y a une recherche qui est parue sur l'efficacité ou non du travail à distance. Cette étude, elle a démontré que si je manque d'intérêt par rapport à ma tâche, si je manque de visibilité sur le sens, bien, effectivement, je vais être à 85 % de contribution à la maison par rapport au travail. Donc, d'être au travail me forçait une certaine discipline que je n'ai pas à la maison. Par ailleurs, si on a vraiment du sens à ce qu'on fait, si on adore ce qu'on fait, si on est stimulé par nos tâches, à ce moment-là, notre taux de contribution passe à 110 %. Donc, à tous les employés gestionnaires qui sont à la recherche d'assurer une performance individuelle maximale, mon conseil, c'est que vous découvriez ce qui vous branche, ce qui vous stimule, ce que vous aimez faire et d'avoir le courage de le nommer. La persévérance aussi, des fois, de ramener ce sujet-là sur la table parce que c'est pas vrai qu'avec un coup de baguette magique, tous nos jobs vont changer pour le mieux. Donc, d'avoir la persévérance d'y revenir. À tous les patrons, il faut réaliser l'importance d'avoir la bonne équipe en place. Avec les bons talents, les bonnes compétences sur les bonnes tâches, mais c'est comme ça que vous allez assurer que votre équipe redevienne très rapidement à une performance maximale. Comprendre la réalité, donc prenez du temps pour vous asseoir avec vos gens, pour bien comprendre, oui, leurs contraintes familiales, mais est-ce qu'ils travaillent bien tout seuls? Est-ce qu'ils ont besoin d'être auto-motivés? Est-ce qu'ils manquent de concentration à la maison? Toutes ces choses-là doivent être discutées très rapidement. Négocier les demandes. Donc, quand vous recevez la demande,
avant de l'envoyer à vos employés, il faut peut-être penser à négocier les délais. Puis bien sûr, adapter les solutions. Parce que ce n'est pas vrai qu'une solution de gestion, maintenant, il n'en existe plus de one size fits all. Il faut bien comprendre le contexte et s'adapter. Par rapport à la performance collective, bien, il y a plusieurs enjeux à la performance collective. Les plus grands sont liés à la collaboration, à la reconnaissance et à la confiance. Les gens disent souvent que c'est difficile de travailler à distance parce que le travail d'équipe n'est pas facile. Moi, à ça, je réponds que ce n'est pas une question de collaboration. Ce n'est pas une question de travail d'équipe, c'est une question de collaboration. On peut très bien être assis face à face à un bureau et mal collaborer, comme on peut très bien être à distance et très bien collaborer. C'est une question d'avoir des tâches qui se complètent avec un objectif commun, avec un sentiment d'égalité dans la distribution des tâches. La reconnaissance. Bien, pour avoir une performance collective à son meilleur, il faut qu'on développe notre réflexe de la reconnaissance qui est si peu présent dans les organisations. On ne prend jamais le temps de dire bravo à nos employés, à nos gestionnaires, à nos collègues, à nos clients internes. Donc, s'il y a quelque chose qui a rendu votre équipe performante, soulignez-le. Comme ça, on va être sûr de s'en souvenir la prochaine fois. La confiance. Je pense ici aux micromanagers qui, dans du travail à distance, vont vouloir garder le contrôle et la visibilité sur toutes les tâches et comment tout le temps est investi. Mais pour moi, ce n'est pas une question de performance. Tout ça, c'est une question de confiance. Donc, comment est-ce que je peux développer les compétences de mes gens et puis leur laisser l'air dont ils ont besoin pour vraiment contribuer à leur maximum à la performance collective? Le secret de la performance collective, je vous rassure, il demeure individuel. Donc, on a tous le pouvoir et l'imputabilité d'améliorer la performance collective si on prend le temps de développer des compétences individuelles. Donc là, on va se mettre à développer un langage en entreprise qui n'était pas nécessairement le langage qu'on utilisait il y a quelques semaines. Écoutez vos collègues, écoutez, reconnaissez les symptômes de stress chez les autres, écoutez les défis qu'ils vivent. Soyez empathique, donc soyez indulgent vers vous, envers les autres. Reconnaissez que les autres ont des besoins qui ne sont peut-être pas les vôtres. Faites preuve de souplesse. Peut-être qu'il faut tous mettre de l'eau dans notre vin et être capable de trouver des meilleures façons de collaborer ensemble. Je vous en ai déjà parlé de la communication courageuse dans ce que je veux faire au travail, mais aussi quand j'ai un irritant avec un collègue, avec un gestionnaire, avec un employé, est-ce que je m'assis là-dessus et que je broie du noir chez moi ou j'ai le courage d'adresser cette situation-là pour pas qu'elle devienne un conflit? Marie? Je t'écoute. Ah! Véro, Marie-Pierre est sur le mute. Elle est activée. C'est moi. Alors, je me suis mise sur mute parce qu'il y a des bruits ambiants. Alors, c'est un exemple de télétravail, mais là, je ne me suis pas unmutée. Pour les opportunités, en fait, c'est sûr que moi, je suis une personne excessivement optimiste étant donné que je suis une entrepreneur. Hein, ça va de soi. Quand tu es un entrepreneur, je pense qu'il y a un optimisme légendaire qui vient avec. Et je pense que ça nous paye bien actuellement parce que si on regarde Agenda, les opportunités pour Agenda de se transformer et d'évoluer en vitesse grand V sont encore plus grandes dans une situation de crise comme ça, étant donné qu'on était déjà prêts, nous, dans le télétravail, dans la formation, etc. Et là, on regarde le comportement de nos clients et on embrasse le comportement de rapidité de la plupart des clients à vouloir finalement pouvoir avoir ces opportunités-là, tout en étant évidemment, en train d'assurer la santé et la protection de tout le monde. Parce qu'on s'entend, on se répète, là, on n'a pas parlé de santé. M. Legault, on s'en occupe avec notre fantastique docteur que j'aime d'amour. Mais on parle de transformation aujourd'hui. Puis comment on est capable de se transformer maintenant comme organisation? Il y a 3 niveaux. Puis c'est pas nouveau, là, ça fait des années là, qu'on vous parle de ça. Dans toutes mes conférences, on le ramène. Il y a le niveau de l'individu, donc qui je suis, ma pertinence. Il y a l'équipe, puis il y a l'organisation. Donc, quand on parle de l'individu, on parle beaucoup de nouveaux comportements, on parle beaucoup de compétences qu'on doit développer. Mais dans le fond, c'est d'apprendre à apprendre. Parce qu'apprendre à apprendre, on le voit, là, on n'arrête pas de taper sur le clou depuis 2 ans sur le apprendre à apprendre. Mais apprendre à apprendre est une compétence en soi qui nous permet de
voir nos talents, de se développer sur nos talents, puis de développer d'autres talents sur des passions, comme Catherine nous disait, qui vont faire qu'on ne sera pas dans un stress continuel à devoir être mis à contribution dans des trucs complètement nouveaux. Et ça, c'est notre pertinence. Ça garde nos spécialités, évidemment, de tous les jours, mais de rajouter finalement cette compétence-là ou cette approche-là dans notre vie diminue grandement le stress et nous permet de contribuer beaucoup plus efficacement. Du côté de l'équipe, bien, on parle de vulnérabilité. Si on n'est pas dans la vulnérabilité, si on n'est pas là dans la confiance au niveau de l'équipe, comment être capable de créer des nouvelles dynamiques si les anciennes dynamiques fonctionnaient finalement au fil du temps, mais qu'on ne se rendait pas vulnérable, on n'avait pas les vraies conversations ou on ne se comprenait pas entre nous. Fait que ça, on parle de nouvelles dynamiques, oui. Comment on fonctionne entre nous? C'est quoi nos nouveaux rituels comme équipe? Comment on peut aider notre prochain? Comment on est plus sensible et empathique à voir qu'est-ce que l'autre personne vit? Parce qu'on a des gens qui sont en famille, on parle beaucoup des gens en famille, mais on ne parle pas des gens aussi qui sont des fois célibataires, qui sont seuls dans leur appartement ou leur maison. C'est une autre dynamique sur laquelle on doit être bienveillant. Donc, l'équipe, la nouvelle dynamique, en premier lieu, il faut se faire un petit diagnostic où est-ce qu'on en est rendu dans notre vulnérabilité. Puis, bien évidemment, l'organisation. Parce que l'organisation, il y a plusieurs organisations qui ont des cultures d'innovation. Laissez-moi en douter. Au monde, on a défini, selon Harvard, qu'il y a moins de 16% des organisations qui ont une culture d'innovation. Pourquoi? Puis pourquoi, dans un monde actuel, l'innovation est à ce point important? C'est parce que l'étape avant l'innovation, c'est la culture d'apprentissage. Donc, comment on est capable d'apprendre, d'évoluer ensemble, d'être dans un terreau fertile où est-ce qu'on va pouvoir se permettre d'être nous-mêmes, de contribuer différemment pour être capable, après ça, que ça devienne une culture intrinsèque. Et là, qu'on aille au niveau de l'innovation qui va nous permettre du post-COVID, qui va nous permettre d'évoluer comme organisation de façon différente et qui va insuffler finalement de l'énergie dans nos équipes. Donc, ça se fait en groupe, ça se fait en collectivité. Puis, malheureusement et heureusement, une pandémie comme la COVID nous met dans notre face directement que je pense que c'est le temps qu'on se permette comme organisation de prendre le lead sur ce genre d'initiative. Harvard a sorti un super article la semaine passée qui s'appelle « The New Beginning ». À mon sens, je suis tout à fait d'accord avec l'école, c'est que l'avenir ne sera plus le même. Donc, ce qu'on met en place présentement comme organisation, puis comment on se gère nous-mêmes, va nous permettre carrément d'avoir un nouveau recommencement comme société pour nous permettre de partir puis d'aller plus loin puis d'avoir autant de plaisir, même si on va, à mon avis, se rappeler historiquement de ce qu'on vit présentement. Merci. Donc, en conclusion, comme dit Marie, on est en période de crise. Il faut reconnaître que ça nous impacte à des niveaux différents. Puis que ça se peut qu'un jour j'aille bien, puis le lendemain j'aille moins bien. Un jour je sois productif, le lendemain je sois moins productif. Mais on a une opportunité de redéfinir les règles du télétravail, les règles de notre organisation, de nos valeurs véhiculées et s'ouvrir à se transformer. Donc, vous avez remarqué que moi et Marie-Pierre, on a parlé vraiment extrêmement vite parce qu'on voulait vraiment vous laisser de la place pour poser vos questions. Donc, la parole est à vous. Si vous avez des questions, les résultats de chat, Véronique, est-ce que là, tu peux... Oui, je suis de retour avec vous. En fait, je n'étais jamais bien loin. Nous avions aussi, Catherine, quelques questions pour les participants. Est-ce que tu penses que ce serait un bon moment de sonder nos participants, peut-être? Bien sûr. Bien sûr. En fait, au départ, on voulait savoir qu'est-ce qui, dans la situation actuelle, vous affecte le plus, vous stresse le plus? Alors, on vient de partager la question. Vous devriez la voir sur votre écran. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est magnifique de voir les réponses entrées en direct. J'adore cette fonctionnalité-là. Donc, on a environ la moitié des participants qui ont répondu. Encore une dizaine de secondes. Donc, ce qu'on voit, ce qui est en train de se profiler, c'est de faire face à l'inconnu. Donc, deux choses là-dessus. La première, c'est réfléchissez à votre milieu organisationnel, puis à toutes les transformations, puis à tous les changements qu'on vit tous les jours dans les organisations. La différence, c'est qu'il y a certains décideurs, certains projets qui avaient plus de visibilité sur le projet que d'autres et qui donc essayaient de rassurer les autres. La pandémie actuelle, la beauté puis son défi en même temps, c'est qu'on est tous ignorants.
on fait tous face à l'inconnu de la même façon, puis donc, ça nous rassemble. Donc, n'hésitez pas à parler de ça puis à chercher ensemble des solutions. OK? Parce qu'autour de nous, il y a une intelligence collective, puis il faut en profiter. La deuxième chose, je vous en prie, allez voir le docteur Sonia Lupien qui dit qu'il y a 4 grands facteurs stressants. Il y a le manque de contrôle, il y a l'imprévisibilité, il y a de faire face à l'inconnu, puis il y a la perception de l'ego. Donc, pour ceux qui sont stressés par rapport à l'inconnu, elle va vraiment vous faire rire en plus. Mm-hmm. Alors, j'ai partagé les résultats. Donc, on avait atteint à peu près 80 de réponses. Donc, merci de votre participation. On y va avec la deuxième question ou on va prendre Prochaine question. Prochaine question. Est-ce que votre travail actuel a un sens pour vous et est-ce qu'il utilise vos forces? Alors, on y arrive. On challenge les pourcentages qu'il y a plein de monde qui travaille pour vivre et non pas qui travaille pour la passion. Fait que j'ai très hâte de voir le résultat. Oh! On reste dans les 90 pour l'instant ou ça baisse tranquillement? Ça va très rapidement sur celle-là. Déjà 75 moi, je suis contente. des réponses. Honnêtement, il y a une très grande majorité de gens qui aiment On est dans le 80-20, là. Oui. Donc, moi, j'ai décidé de répondre à votre sondage, les filles. Je le trouve super bon. Merci, Marie. Alors, effectivement, quelqu'un nous mentionne qu'il y a 2 questions, mais on y va. Ah, effectivement. C'est vrai. Prenez-le globalement. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Donc, pour les gens qui se rapportent à des gens, à d'autres gens qui étaient un petit peu plus réticents par rapport au télétravail. Parce qu'on s'entend, les gens qui sont parmi nous aujourd'hui sur le rendez-vous virtuel, c'est parce que vous n'étiez pas habitués à faire du télétravail et donc vos gestionnaires, probablement pas non plus. N'hésitez pas à leur partager la statistique du 85 et 110 en mentionnant que vous, où est-ce que vous êtes dans votre poste, dans vos souliers en ce moment, vous êtes super motivé, fait qu'il n'y a pas de crainte à avoir. 82 82, intéressant, n'est-ce pas? Énorme. OK, prochaine question. Prochaine question. Quel est le défi principal à la performance d'équipe au sein de votre organisation aujourd'hui? Est-ce que c'est la collaboration, la reconnaissance ou le manque de confiance? Pendant que vous parlez, les filles, je vois sur le clavardage des questions, une question qui revient souvent. Oui, nous allons partager la présentation et aussi de la documentation utile. Je me suis même pris quelques notes, là, des choses que vous avez nommées. On va s'assurer de rassembler les références que vous avez données pour les gens. On demande entre autres Sonia Lupien, les articles qui ont été partagés. Donc, assurément qu'on va vous faire un beau paquet cadeau avec tout ça dedans. Donc, la collaboration sort gagnant des défis qui nous habitent actuellement. Sachez que les prochains rendez-vous virtuels des prochains jours vont parler beaucoup d'outils technologiques, comment les utiliser pour améliorer la collaboration, la communication au sein des équipes. Et il y a différentes façons de le faire, s'améliorer au sein des organisations. Puis je vous rappelle que ça commence entre chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est transparent les uns avec les autres? Est-ce qu'on est assez secure dans notre job pour être capable d'en laisser des bouts partir? C'est ça aussi la collaboration. Puis on a la chance d'avoir des outils comme Office 365 et Teams, justement, je pense qu'on va parler dans les prochains jours, qui font une job fantastique, mais qui étaient quand même minimalement utilisés jusqu'à maintenant. Alors, il y a des organisations qui l'utilisaient de façon massive, comme nous. Hein? On s'est rendu au bout du nombre de teams qu'on pouvait ouvrir dans une organisation. Mais on a aussi des organisations qui voyaient ça comme plus une gestion documentaire ou ne l'utilisaient pas au niveau collaboratif. Ça, je pense que ça va être un sujet qui va intéresser tout le monde pour être capable de pousser ce genre d'outils-là. Tout à fait. On est prêt pour la dernière question. Exact. C'est parti. Quelles compétences aimeriez-vous développer individuellement? Écoute, empathie, souplesse, communication courageuse. Tout ça, encore une fois, au service de votre performance individuelle et collective. Je
je vous trouve pas mal courageux déjà. Vraiment, hein? C'est intéressant. Parce que la majorité des gens vont parler de communication courageuse, puis vous avez courage de le reconnaître. Fait que le premier pas est là. Après, le petit truc que je vais vous donner, c'est à la communication courageuse, quand on veut donner du feedback, de la rétroaction, quelle qu'elle soit, ça part avec de quoi moi j'ai besoin pour être honnête avec l'autre personne et de quoi l'autre personne a besoin pour bien me recevoir. Fait que je vous encourage à aller voir qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de donner une communication courageuse à quelqu'un d'autre, puis de façon empathique, reconnaissez de quoi cette personne-là a besoin pour bien vous recevoir. On a souvent peur de faire de la peine, hein? Moi, en tout cas, c'était mon cas. Donc, de faire de la peine à l'autre. Puis, ce que je me suis rendu compte au fil des années, c'est plus tu as une communication courageuse, plus tu travailles sur la relation. Et au contraire, tu ne fais pas de la peine, tu fais grandir l'autre, puis tu te fais grandir toi en même temps. Les résultats de cet exercice-là, est beaucoup plus positif qu'on peut le penser. Il faut le faire une à la fois, puis après ça, on se rend compte que c'est un outil de travail vraiment important. Excellent. Merci déjà pour votre participation à tous ces sondages-là. Ben oui, c'est intéressant de vous entendre vous prononcer. On espère que ça vous aide juste à reconnaître le fait que vous n'êtes pas seul, qu'on vit tous une réalité qui nous impacte et que finalement vos réponses sont vraiment partagées par plusieurs personnes. Je te dirais que même si c'est quelque chose qui est revenu sur les questions, c'est le fun de ne pas se sentir seul. Alors, hein, on voit que ça rejoint les gens. On a une question ici. Pour vous, quels sont vos trucs pour garder contact avec vos collègues? Il nous mentionne que pour sa part, il va faire un 4 à 7 en virtuel cette semaine. Marie, est-ce que tu veux la prendre celle-là? Oui, ben oui, tout à fait. En fait, dès le début de la crise, nous, on a mis en place des rituels quotidiens. Je pense que tout est dans la constance et l'alignement des troupes, des gens, et non pas d'essayer de maintenir finalement le modus operandi qu'on avait avant. Fait que pour garder contact, augmenter la vélocité des rencontres, utiliser la caméra toujours. Moi, maintenant, je ne fais plus du tout de meeting au téléphone, donc j'utilise continuellement la caméra pour me permettre c'est ma manière d'essayer d'être en proximité avec les gens, puis ça fonctionne quand même bien. Et la constance est faite que vous faites des plus petits meetings, mais plus rapidement tout le temps. Fait qu'on sait à ce moment-là qu'on se sent moins seul. Si on a un problème, on est plus enclin à le partager que si c'est dans 3 jours qu'on se parle. Donc, tout est comme une vitesse accélérée, mais en plus petit temps. Donc, ça, c'est très utilisé. Chez nous, évidemment, les rituels, les 5 à 7 en ligne, ça a déjà été mis en place la semaine passée. Je ne sais pas si c'est parce qu'on aime l'alcool ou on tripe à être ensemble. Mais on met en place à partir de la semaine prochaine aussi ce qu'on appelle un café, le café Agenda, qui est un endroit aussi de discussion, pas du tout business, juste pour partager notre week-end, se partager des trucs et astuces et tout. Donc, on va vraiment travailler toujours sur le côté personnel, mais travailler aussi sur le côté professionnel, mais pas mêler les deux dans les mêmes meetings. Parce que c'est là qu'on se perd. C'est là que les gens deviennent un peu gênés de parler de leur truc personnel ou leur angoisse, quand dans le fond, ça leur servirait au niveau de leur efficacité. Parce que l'efficacité, maintenant, n'a plus vraiment d'heure. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je réponds à 6 heures le matin, des fois à 10 heures le soir, mais sur l'heure du dîner, je dois prendre 15 minutes, une demi-heure avec mon fils de 8 ans pour lui permettre de pouvoir manger quand mon horaire était chamboulé. Fait que tout ça, nos rituels doivent suivre. Alors, cette connexion-là est importante. Nous, chez nous, on utilise effectivement Team à grande vitesse. Zoom est utilisé plus du côté du centre de formation. Mais ce qu'on voit, c'est que, tu sais, avec des Yammer, où est-ce que aussi, on est toujours en discussion, on se partage beaucoup aussi d'informations concrètes. Fait que quand on arrive dans nos meetings, on a déjà eu cette information-là. Fait qu'on a utilisé plusieurs canaux de communication en même temps. On s'est démêlé, ça fait déjà un bout là-dessus. On aide beaucoup d'entreprises à faire ça d'ailleurs, puis on se rend compte que c'est très efficace. Excellent. Écoute, plusieurs sur les questions mentionnent café virtuel, les rencontres. On a une question sur, Catherine, probablement pour toi. Qu'est-ce qu'une communication courageuse? Catherine est contente de cette question-là. Moi, j'ai comme petite étoile. J'ai mis un like sur la question. Oui, vraiment.
Puis la coach en moi aurait envie de redemander pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Parce que je pense que la communication courageuse pour tout le monde est différente. Pour Marie-Pierre, elle a partagé, elle, la communication courageuse, c'est des choses qu'elle veut dire, mais qu'elle va se retenir de dire parce qu'elle fait de la peine à quelqu'un. Donc, je vais donner des exemples pour que ça soit plus clair. Si moi, maintenant, en virtuel, je travaille avec quelqu'un, puis ça m'énerve parce que j'ai besoin de cette personne-là, je ne sais pas moi, de 11h30 à midi à tous les jours, mais parce que cette personne-là est absente, ben j'ai l'impression qu'elle n'est pas productive, puis j'ai mes préjugés qui remontent à la surface. Mais plutôt que de manger mon frein, puis de continuer à m'irriter, puis à l'alimenter, la communication courageuse pour moi, ça va être de dire j'ai besoin de comprendre ce qui se passe parce que voici mon besoin de 11h30 à midi, j'ai besoin de toi à ce moment-là. Pour certaines personnes, c'est super simple d'avoir ces conversations-là. Pour d'autres, ben, on a peur de déranger. OK? Donc, il y a 10 millions de petits. Est-ce que vous avez d'autres exemples, Marie-Pierre, Véronique, peut-être? Et la communication courageuse aussi, les gens se mêlent se disant que chaque fois qu'on fait une communication courageuse, c'est une communication qui amène un truc mauvais ou qui amène une situation désagréable. Et on peut aussi parler de communication courageuse dans le volet agréable et ça prend autant de courage pareil. Parce qu'un gestionnaire ou quelqu'un, un professionnel, n'est peut-être pas habitué de démontrer de la reconnaissance à ses collègues. Et ça peut être aussi une communication courageuse. Puis pourtant, c'est quelque chose de positif qu'on dit à l'autre, mais on est gêné puis on se dit comment il va le prendre. Il va-tu dire, ben dans le fond, c'est ça, elle a besoin de moi, fait que c'est pour ça que tout d'un coup, elle commence à me donner, à me faire des qualités ou à me faire une reconnaissance. Fait que on s'entend que, je m'excuse, on s'entend que c'est très québécois aussi. Les Québécois, on a peur de déplaire, on a peur de blesser, fait qu'il y a une partie, je pense, sociale là-dedans. Confrontation. On n'est pas bon en confrontation non plus, mais sachez que le mot vient de faire front avec. C'est la source latine du mot confrontation. Donc, je vous laisse avec ça. Super. Mesdames, j'aurais envie de vous proposer une dernière question parce que je trouve que ça va très bien conclure. Est-ce que dans ce genre de situation unique, il y a un danger de surcommuniquer lorsqu'on s'occupe du moral et de la cohésion d'équipe interne? Je pense que oui, je jump. Alors moi, je pense que oui, c'est la même chose que on dit que là, actuellement, de faire attention, on écoute M. Legault avec enthousiasme, on écoute M. Trudeau avec enthousiasme. Cricket. On le sent pas, Marie. C'est subtil. Ce que je veux dire de ça, c'est qu'il y a de la surinformation un peu partout. Et personnellement, je me suis rendu compte, mon mari me disait, Marie, tu es surinformée parce que bon, ça venait d'Harvard, ça venait de notre groupement de YPO, des chefs d'entreprise, ça venait du gouvernement, du fédéral, du provincial. Puis là, j'étais comme, wow, on a de la surinformation un peu partout. Qu'est-ce que je fais? Et j'étais très, très, très proactive sur toute l'information que je recevais. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la surcommunication, de la surinformation, ce que ça génère, c'est qu'on va faire des mouvements trop rapides à certains endroits ou trop drastiques. Parce qu'on ne se laisse pas, là, vu la peur de l'inconnu, on ne se laisse pas l'espace pour dire, OK, attends une minute, là, il y a ça qui arrive présentement, on suit les règles, puis on va y aller étape par étape. Donc, il peut y avoir, pour les gestionnaires, des mouvements de panique par rapport à de la surinformation, ou même au niveau des professionnels, de dire, je suis en train de perdre ma job, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, simplement parce qu'il y a eu un flot d'informations trop rapide qu'on n'a pas besoin. Fait que je suis toujours dans la même chose de dire, est-ce qu'on peut mâcher pour nos gens? Comme organisation, on a l'obligation de mâcher l'information pour nos gens qui fit avec notre culture, avec notre plan COVID, pour s'assurer de rassurer, s'assurer culturellement de se maintenir sur nos valeurs au niveau de notre plan de match. Puis comme ça, après ça, la société nous donne déjà beaucoup d'informations. Et la grande recommandation, c'est d'utiliser toujours les mêmes sources qui sont sûres, certains, et ne pas multiplier les sources d'informations pour après ça avoir une surinformation qui génère du stress chronique qu'on amène dans notre organisation, sur nos collègues, et là, on revient. Oui, et la chose que moi je veux dire, c'est que la semaine dernière, nous, on l'a vécu. C'est qu'on a vécu la réunionnite aiguë. C'est qu'on voulait tellement pas perdre le contact et la proximité qu'on s'est tellement rencontrés que vendredi, on a mis les pendules à l'heure pour dire, OK, là, on est comme en train de verser de l'autre côté. Il faut juste, je pense, trouver la juste balance.
ça fait 9 jours, gang, que tout ça s'est passé. Ça fait 9 jours que les gens ont commencé à s'isoler. Une habitude, pour qu'elle soit confortable, prend 21 jours. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est prenons un grand respire, puis remettons nos pendules à l'heure dans quelques jours, quand les choses se seront déposées. Puis, à tous les gestionnaires, bien, tous vos employés n'auront pas besoin de la même quantité d'informations. Tous vos employés n'auront pas besoin de vous parler aussi régulièrement. Ça, c'est aussi à nous, dans notre gestion d'équipe, à aller voir les besoins de chacun. Puis, encore une fois, il n'y aura pas une solution qui va plaire à tout le monde. One size does not fit all. Donc, soyons souples et proches de nos gens. Merveilleux mot de la fin, ma chère Catherine. Nous avons dépassé de quelques minutes, mais je vois qu'il y a encore, la grande majorité est encore présente. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre participation. Plusieurs commentaires aussi sur le question-réponse. Je pense que les gens se sentaient parfaitement à l'aise là, de nous envoyer des encouragements. Bien d'accord. Même la petite pointe d'humour a très bien passé. Alors, à poursuivre. Merci d'avoir été des nôtres. On vous invite dès demain. Rendez-vous, s'organiser et apprivoiser les espaces virtuels avec nos collègues Ghislain Parent et Serge Roy. J'espère vous y voir en grand nombre. Nous vous questionnerons aussi probablement dans les prochaines minutes, les prochaines heures, savoir comment a été votre expérience, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Certains se sont permis de le faire directement dans le question-réponse. On vous en remercie. Et j'ai envie de vous dire à demain. Courage. Bye tout le monde. Bye. Au revoir.